Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 6 avril 2024. On se retrouve avec un Bitcoin à 68 000 $, un Ether à 3342, donc un BTC qui pour l'instant a seulement une grosse dizaine de jours de son halving. On devrait être autour du 18-19 avril, donc ça approche vraiment à grands pas. Et un BTC donc qui se cherche autour de la zone des 60 à 70 000 et plus, puisque pour l'instant c'est un peu la fourchette qu'on a eue avec un resserrement récent entre, on va dire, les 65 à 71 000. Ether qui est toujours malgré tout un peu dégradé face à Bitcoin. On est revenu sur un ratio qui est très très bas, voire même on est peut-être en train de perdre en support, donc ça sera observé. Et globalement sur ce début de week-end, on a soit à l'équilibre sur le top 50, soit des plus 2, plus 3, plus 5%, notamment pour LTC qui continue de monter autour de ces 100 $. On a plus 6 pour Stacks, on a l'équilibre jusqu'au top 40 et c'est plus 9% de 30 pour Injective Protocol autour de 35 $, mais qui s'est pas mal fait punir récemment. On a plus 9% pour Core qui est à la 43e place, 124% sur la semaine, 280% sur le mois. Je suppose qu'on doit être du côté de tout ce qui est un peu intelligence artificielle et tout ça, mais je vous avouerai que je me suis pas encore penché dessus. Fetch AI, plus 2%, plus 6% pour Theta Network et en clôture 48, 49, 50, avec le Lido Token, Phantom et Sui qui respectivement ont tous 2,30 à 2,20 milliards de capitalisation. Donc on s'éloigne vite de méga capitalisation hein, dès qu'on est au top 50. Déjà dès qu'on est sous le top 15, on est sous les 10 milliards et il faut remonter jusqu'au top 7 à Cardano pour avoir 20 milliards et ensuite on a 30 sur XRP, 80 pour Solana et 89 pour BNB, quasi 400 milliards pour Ether et aujourd'hui proche de 1300 milliards pour BTC qui continue de rester le king et depuis l'approbation des ETF spot, effectivement, on a cet effet un peu waouh du côté du Bitcoin et c'est quelque part un peu normal puisque c'est le grand élu et c'est celui qui a démontré au travers du temps et le plus longtemps possible sa résilience, qui n'a pas changé de consensus en cours de route. C'est peut-être aujourd'hui aussi ce qui peut jouer un minimum contre Ether. On verra là aussi si en mai on a l'approbation des ETF sur Ether, mais pour le moment c'est quelque chose qui a joué très largement dans la balance du côté des altcoins au sens large du terme et qui a permis de propulser Bitcoin, comme on le sait, de son point bas vers les 15 000 $ à un point haut récent autour de 75 000, ce qui n'était pas rien. Du côté de la map de liquidité, donc on a des débuts de quelque chose autour de 64 000 et ce jusqu'à 60 000, mais on voit que c'est plutôt autour de 50 à 52 que ça se masse. Et de l'autre côté, le bloc qui fait front a compté de 74 000 et on a désormais un bon plot entre 76 et 78, donc ça aussi ça sera à surveiller plus tard quand on viendra visiter autour de cette zone. Le Scalpex Index en 4 heures qui nous démontre qu'on a une belle zone de polarité autour de 68 sur laquelle on vient travailler longuement et on a peut-être une période de contraction comme ça qui ferait penser à un petit triangle. On va voir comment nous allons en sortir à la fin, donc c'est quelque chose qui dans tous les cas trouvera ses résolutions soit sur la semaine prochaine, soit maximum sur la quinzaine qui vient en avril, avec un mouvement un peu plus d'ampleur qui pourrait être drivé là aussi si on voit sur une quinzaine de jours autour du halving. Alors historiquement on a un petit peu plus de volatilité, de plus 5, moins 5 à peu près. Je crois qu'il y avait un YouTuber récemment qui en avait parlé et qui disait qu'il fallait s'attendre à un peu plus de volatilité autour du halving, à ceci près que post-halving souvent on a eu une continuité du retracement puisque c'est pricé avant. On a beaucoup de spéculations pré-halving, le prix monte etc. et ensuite une fois que le halving est passé on a un peu cet effet d'apaisement. On voit aussi du côté de l'industrie des mineurs ce qui se passe, qui est le plus profitable, est-ce qu'il faut débrancher des machines, est-ce qu'il y en a qui se font sortir tout simplement de l'équation et ensuite on y voit un peu plus clair pour ce fameux coût intrinsèque de production du Bitcoin qui reste l'énergie électrique. Le Crypto Fear and Greed à 75 dans l'euphorie mais plus l'extrême euphorie, d'ailleurs ça aurait même pu redescendre sur la neutralité récemment puisque tout s'est posé au niveau des réseaux sociaux. Il n'y a plus de target, je pense que vous avez vu comme moi, à 200, 300 000. On est plutôt revenu sur quelque chose de pragmatique où tous les comptes ENUS qui appelaient du 200, 300 000 avant le halving ou même au cours de 2024 sont désormais plutôt sur des targets où ils espèrent au moins voir du 80, 90, 100 000 et ensuite on a pas mal de data qui pointent dans le sens de une target qui serait médiane et tout à fait réaliste et raisonnable autour de 120 000 $ et c'est ce qu'on verra dans un instant avec notamment le prix réalisé qui se base sur des data on-chain et ça c'est plutôt pertinent pour la suite. Donc qu'on soit partisan de se dire que le cours s'arrêtera un peu avant 100 000, que les 100 000
000, et c'est un peu mon postulat, seront une zone extrêmement difficile à franchir, ou qu'on soit partisan de dire que sur ce cycle on ira à 120, 150 ou que sais-je. Dans tous les cas, comme je le disais l'autre fois dans l'émission qui était, je crois, titrée « Tout le monde se trompera », forcément que les pessimistes qui attendent juste 80-100 000 se tromperont probablement, tout comme les méga optimistes qui attendent 200 000, un peu ceux qui attendaient les 100 000 du cycle précédent, se feront punir aussi en n'ayant pas la target qui s'était fixée autour de 200 000. Ça s'arrêtera bien entendu certainement avant. Après, bien entendu, comme vous tous, j'espère qu'un jour on verra un Bitcoin à 100, 150, 200 000 et plus, mais pour l'instant il faut être réaliste, et quand on est réaliste et raisonnable, eh bien effectivement, comme le target ici Crypto Yoda, on a une petite contraction dans un triangle ou un bull flag, ou peu importe comment on pourrait l'appeler, puisque c'est plutôt un triangle symétrique ici, et on verra ensuite si on se projette entre l'été et automne 2024 autour d'un nouvel ATH, et pourquoi pas des 100 000 $, puisque là aussi, à seulement 15 jours du halving, je pense pas qu'on monte en ligne droite de 68 000 à 100 000 comme certains l'esquissaient. C'est toujours un peu ronflant de se dire oui, peut-être que dans 15 jours on aura les 100 000, etc. Ça fait les gros titres, mais n'oubliez pas la quantité d'argent qu'il faut bouger pour passer le Bitcoin de 68 000 justement à 100 000. On parle désormais de capitalisation qui doivent bouger de centaines de milliards, et ça n'est pas rien malgré tout. Alors certes, quand on compare la finance traditionnelle avec les dizaines de milliers de milliards et la finance dans sa globalité avec des centaines de milliers de milliards, oui, le Bitcoin est encore un tout petit outil aujourd'hui dans la nouvelle classe d'actifs qui lui est accordée. Mais bon, là en l'état déjà, pour moi, les 100 000, j'ai déjà défendu ce postulat plusieurs fois. Ça fera une capitalisation de Bitcoin autour de 2000-2200 milliards. Et ensuite, on verra donc si on arrive à se libérer du côté des altcoins, puisque j'y reviendrai dans un instant. On continue malheureusement de se faire sacrément punir sur les alts à court terme. Tesla qui reprend 3% après avoir baissé de 8% je crois en séance. C'était Reuters qui annonçait, et apparemment Elon Musk a démenti, que Tesla a arrêté tous ses travaux pour proposer une petite voiture à pas cher entre guillemets. Donc il a tout simplement contre-attaqué en disant que 1, c'était pas vrai, et que 2, ils allaient révéler le robot taxi Tesla d'ici quelques jours, puisque ça sera le 8 dans 48 heures, le 8 avril. Donc à surveiller l'action de Tesla, on regardera ça dans un instant, qui est sur un bas de range plus ou moins, donc ça peut être un risque récompense qui reste intéressant. Après c'est vrai que c'est beaucoup de volatilité au niveau des actions US, et au-delà de Tesla, moi ce qui me un peu crispe à court terme, c'est que tous les indices sont extrêmement hauts. On n'a pas encore passé ce pivot de la Fed. Jérôme Powell et quelques autres personnes de la Fed qui disent qu'ils vont peut-être laisser les taux aussi hauts jusqu'à 2025, et ça malheureusement ça risque de jouer contre nous après au moyen terme, puisque le temps qu'il tout simplement s'agite autour de cette baisse de taux, on a les taux des bonds aux États-Unis qui sont en train de rebondir, et ça veut dire que de nouveau le cash est attractif, le cash est bien payé, et c'est tout cet argent qui ne revient pas dans le marché malheureusement. Donc on est un peu pris entre le marteau et l'enclume pour l'instant, et on n'a pas ce sursaut, ce regain d'intérêt effectivement qui pourrait venir donner ce coup de fouet, et notamment du côté des cryptos, d'autant plus qu'on a eu le breakout qui est bien et bien acté au niveau du gold, des métaux précieux. Donc vraiment il y a un truc qui est en train de se tramer pour les prochains trimestres. On ne connaît pas encore avec certitude ce qui pourra en ressortir, mais c'est pas en l'état quelque chose qui est ultra favorable, en tout cas pour, on va dire, jusqu'à 2025, s'ils continuaient de laisser les taux là où ils sont et de ne pas entamer ce fameux pivot. Il aurait été bon de l'avoir en 2024, d'avoir cet effet un peu, on va dire, de drawdown, de pause au niveau du SP500 pour obtenir le fameux support des 4800 points sur le SP500 et valider ou non le soft landing, et ensuite on aurait pu avoir une continuation sur 2025 avec par exemple le marqueur des chiffres du chômage aux États-Unis qui sont parus il y a 24-48 heures maximum, et qui étaient très bons encore aux États-Unis, jusqu'à ce que cet état de fait un jour change, et ça sera trop tard en fait à partir du moment où on s'en rendra compte et que la Fed aura tout simplement trucidé son économie, et que derrière malheureusement ça se passerait un peu moins bien. On a la SEC donc qui a 50% de chance avec Goku d'approuver un ETF spot Ethereum selon JP Morgan. Donc pour eux, s'il n'y a pas d'approbation en mai, alors il y aura
aura un processus de litige courant d'été 2024 et il pense que, comme pour Bitcoin, la SEC finira par perdre ses procès face aux différentes personnes et notamment BlackRock qui réclament un ETF Ethereum Spot. Je reviens pas donc sur presque le pump and dump de Tesla et il y avait une personne qui disait dans les commentaires à juste titre, est-ce que ça c'est pas de la manipulation de marché quand on a des reuters et tout ça qui balancent des news qui font perdre quasi 10% à un titre et derrière le CEO qui dit non c'est pas vrai, le titre reprend quasi l'intégralité. Bref, il y a que aux États-Unis aussi qu'on peut voir des trucs pareils quand c'est pas Nancy Pelosi qui est congresswoman aux States et qui prend des grosses positions bien juteuses, des 1-2 millions sur du Nvidia et sur d'autres au moment même où elle fait voter des lois favorables. Bref, il y a quelques trucs plutôt sympas au niveau des États-Unis. On est toujours avec Goku et BlackRock qui met à jour son ETF Bitcoin pour de nombreux nouveaux participants autorisés et parmi eux Citadel, Goldman Sachs, UBS, Citigroup pour la première fois. Donc selon Eric Balchunas, les grandes entreprises veulent désormais prendre des mesures ou accepteront à l'avenir le BTC ou de s'exposer à ce dernier. Je reviens pas sur l'information de Kobeissi Later qui était autour justement de l'emploi des États-Unis, bien au-delà des expectations comme ils disent. Un consensus qui attendait 212 000 créations d'emplois, on est à 303 000, donc pour l'instant malheureusement pour les pessimistes en tout cas qui pensaient que l'économie des États-Unis allait être vite à genoux, ça n'est pas encore le cas et elle continue de démontrer une croissance et une résilience. Le souci restant que c'est un peu un interrupteur on-off à ce niveau-là à partir du moment où ça sera trop tard et qu'on le constatera, et c'est ce qui risque d'arriver si la Fed baisse ses taux qu'en 2025, et bien derrière voilà on aura effectivement ce qu'il peut arriver en cas de retracement assez majeur et une contagion multimarché puisqu'à ce jour on a quand même les États-Unis qui pèsent énormément et d'ailleurs j'y viens dans un instant avec un nouveau World qui est paru et qui va beaucoup vous plaire puisque à ce jour le MSCI World de Amundi qui est beaucoup mis en avant sur les réseaux sociaux, c'est une part qui approche les 500 €, donc ça n'est pas rien même pour les Français qui peuvent le mettre dans un PEA, 500 balles, on ne peut pas le diviser, on ne peut pas en acheter qu'une fraction et là on vient d'avoir donc iShares qui est avec BlackRock derrière qui viennent frapper d'un grand coup sur la table en proposant le même ETF avec des frais beaucoup moins chers, 0,25% et autour de 5 € la part. Donc là n'importe qui peut rentrer et n'importe qui va pouvoir profiter à bon compte effectivement d'un ETF qui est tout simplement répliquant au niveau d'un tracker monde, à ceci près que pour l'instant comme il y a peu de liquidité c'est un tracker qui se fait sur une base de swap. Donc là aussi on rentre un peu dans les détails techniques, je vous invite à bien consulter tous les petits détails avant d'investir dans quoi que ce soit puisque je ne suis toujours pas conseiller financier et que probablement il y a des choses qui m'échappent, mais pour le coup quand je regarde un peu toute la TradFi sphère du côté de Twitter, il y a beaucoup de gens quand même qui ont dit que c'était très pertinent pour le coup pour ceux qui veulent se faire un petit DCA, de ne pas avoir de frais. Potentiellement je crois que Boursorama propose de rentrer sortir sans frais puisqu'ils ont négocié c'est l'espèce de petite pastille rose ou un peu fuchsia qui vous permet d'avoir comme ça des ETF sans avoir de frais d'entrée-sortie. Donc vraiment là pour l'investisseur long terme ça peut être des trucs qui sont intéressants et personnellement je suis en train de me renseigner effectivement que ça soit pour du compte titre ou des trucs comme ça pour par la suite renforcer des positions qui me permettront de me dérisquer par rapport aux cryptos et de tout simplement placer les prises de profit qui permettront par la suite je l'espère de faire la boule de neige ainsi de suite. Donc ça c'est toujours intéressant aussi d'avoir un coup d'œil sur ce qui se passe autour au-delà de la crypto et je pense que petit à petit sur la chaîne je serai amené plus régulièrement à vous parler à la fois des actions comme c'est déjà le cas mais aussi un peu de ce qui se passe autour avec les ETF, les matières premières, les métaux précieux. Au final c'est un peu ce qu'on fait depuis quelques trimestres voire 2 ans mais j'aimerais renforcer cet aspect et peut-être un jour ne plus parler que de crypto sur la chaîne pour pouvoir parler comme ça des investissements dans leur globalité. Avec Grégory Raymond, cette déclaration d'un des membres de la Fed qui a engendré une petite panique sur les marchés, c'était il y a 20 heures, donc il déclarait que si l'inflation continuait à latéraliser, la baisse des taux pourrait être repoussée à 2025. On aura les chiffres pour mars qui tomberont ce mercredi, donc encore de la volatilité à venir. Coins.fr avec la fintech blockchain Ripple qui prévoit de lancer un stablecoin adossé au dollar américain, le token vise à apporter plus d'utilité et de liquidité au XRP Ledger, donc à voir aussi ce qu'ils pourront ressortir par rapport à XRP et Ripple, c'est peut-être une bonne nouvelle. On a Agora qui a sold out tous les volts du côté de Swissborg, vous avez probablement participé ou essayé de participer puisque comme à chaque fois ça part en quelques secondes et c'est très compliqué finalement, un peu comme à l'époque de la mise
mise en vente des parcelles de Realty où il y avait un gros bug sur le site, tout se figeait et quand on revenait 1 ou 2 minutes après, il n'y avait plus rien. Et bien là, c'était aussi un peu le cas. Et en ce moment, il y a beaucoup de deals du côté de Swissborg pour les personnes comme ça qui veulent investir early. Je le rappelle malgré tout, puisqu'on est sur du early deal, ce qui veut dire l'équivalent de private sale, etc. Certes, c'est des tokens avec des bons termes, avec un bon prix, bon endroit, bon moment, mais c'est à la genèse d'un projet. Donc potentiellement, vous pouvez perdre une partie ou la totalité de l'argent que vous mettez. En gros, pour essayer de résumer le truc, l'argent qu'on met sur des early deals comme ça, qui sont l'équivalent de private sale, vous devez prendre en considération que c'est les 1, 2, 3% à ultra risque de votre portefeuille crypto que vous acceptez purement et simplement, soit de perdre, soit de faire un gros rendement derrière. Il n'y aura pas de juste milieu. Alors la plupart du temps, quand on participe à 3, 4, 5 deals, forcément il y en a au moins un au milieu qui va grossir beaucoup plus que les autres et qui va vous rattraper l'intégralité et vous dégager quelque chose d'extrêmement positif. Mais je préfère être tout à fait clair là-dessus. Il n'y a pas de gain important sans risque important. Et quand on investit comme ça sur la genèse des projets, ça comporte le risque maximal sur lequel effectivement vous pouvez n'avoir quasiment aucun retour sur votre investissement. Eric Balchunas qui disait que la majorité des gains a été fait depuis l'approbation des ETF qui ont été lancés sur Bitcoin, mais surtout c'était fait après les after hours quand tout simplement le marché était fermé et ça a créé systématiquement des gros gaps de prix. Donc est-ce que désormais on va pas être rythmé justement par les fameux gaps qui pourraient être tout simplement créés la nuit lorsque les États-Unis sont fermés et que le lendemain il faut venir revisiter certaines zones de prix pour récupérer cette inefficience au niveau des zones de liquidité. En tout cas pour l'instant c'est une question qui mérite d'être ouverte puisque par le passé on n'avait que les futurs qui ont été par la suite rejoints depuis 2020-2021 par les options et ça a créé pas mal de bitcoin papier entre guillemets d'afflux de liquidité sur les produits dérivés qui n'étaient pas des produits qui malheureusement devaient acheter au spot comme ce qui est le cas aujourd'hui avec l'ETF au spot, au comptant justement. Donc on a un petit rééquilibrage des forces, un petit rééquilibrage qui probablement nous permet aujourd'hui de se maintenir à 68 000 sur Bitcoin, ce qui n'est pas si loin du point haut récent. Si on était encore à l'époque où il n'y avait pas ces ETF spot, malheureusement certainement qu'on aurait déjà revu la zone des 50-55 000. Il y aurait eu beaucoup trop de futurs, notamment vendeurs, qui auraient poussé comme ils faisaient à l'époque. Donc ça c'est plutôt positif pour nous maintenant qu'on a un rééquilibrage des forces à ce niveau-là. On a Stratège qui a lancé sa bêta, donc je vous invite à le consulter. C'est un projet dont vous avez entendu parler quelques fois sur nos lives puisque c'est Manu qui est à sa tête avec une belle équipe derrière et qui vous propose tout simplement désormais le live sur Polygon pour à la fois avoir des stratégies qui vous permettront de recourir à des idées auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé et le tout en quelques clics de faire des stratégies qui parfois sont poussées sans avoir à vous casser la tête, d'imbriquer absolument tous les Legos qu'il y a derrière. C'est quelque chose de plutôt graphique et qui vous permettra, j'espère, de passer à l'étape supérieure en DeFi. Attention toutefois, comme le rappelait Manu, c'est une bêta, donc pour l'instant ça va être cloisonné aux seuls utilisateurs qui ont eu une whitelist. Je crois qu'il y a 200-300 utilisateurs qui ont été choisis pour l'instant pour tester tout simplement et pour voir si tout est carré puisque ça reste une bêta. Malgré tout, Manu m'a fait part que la bêta était quasi ce à quoi on pourrait s'attendre sur du live. Ils sont désormais dans l'attente d'un audit qui devrait intervenir d'ici la semaine prochaine pour finaliser la totale et ensuite pouvoir passer totalement live. Donc on leur souhaite bien entendu le meilleur et on continuera de suivre ça au fur et à mesure de ces développements. Le top 10 des capitalisations boursières dans le secteur de la santé avec Tommy Douziek. On a Eli Lilly Co qui est au proche des 700 milliards. On a Novo Nordisk autour de 569. United Health autour de 423. Johnson & Johnson 371. Merck Co 328. AbbVie 313. Thermo Fisher Scientific 219. Novartis 207. AstraZeneca 206 et Roche Holding 201 milliards. Donc voilà pour les sociétés côté santé et purée, ça commence à faire des 700, 500, 400 milliards. Quand on y pense, c'est assez extraordinaire de voir à quel point aujourd'hui on vit dans un monde où les super capitalisations ont tellement engrangé justement et en profit et en capitalisation que ça devient des structures, comme on le dit souvent pour BlackRock avec leurs 10 000 milliards sous gestion, c'est un petit état dans l'état. Bob Lucas qui disait qu'on devrait être content de cette période de consolidation en crypto et que tout simplement on pourrait avoir
voir les vendeurs qui se démontreront un peu moins véhéments courant mai, et selon lui toujours un prix qui pourrait doubler à partir de là où nous sommes. Donc de nouveau ça nous renvoie vers la target plus ou moins autour de 120-130 000 $ par rapport au prix sur lequel nous sommes actuellement, et on va voir donc si ce bull run pourrait trouver l'intégralité de son jus, en tout cas courant 2024, ou si on a une grosse pause sur cet été 2024 avec un retracement à 50-55 000 et une belle attaque haussière à l'automne, voire jusqu'au premier trimestre 2025. On terminera avec Goku. Des banques nous ont contactés pour essayer d'acheter nos bitcoins en raison des pénuries d'approvisionnement sur les différents échangeurs. C'est ce qu'a déclaré HR Genout, le CEO de Hut 8 Mining. Donc en ce moment, certainement que la TradFi est en train de s'agiter pour essayer d'avoir comme ça des parts, que ça soit dans l'industrie minière, et c'est ce qu'on avait vu. On avait eu des très grosses participations sur Riot, sur Marathon et sur une ou deux autres de la part justement des pontes de la finance traditionnelle. Donc ça ne sera pas quelque chose à laisser de côté, je pense, les minières, pour ceux qui toujours s'intéressent aux actions. Après, on l'a vu, on a beaucoup de volatilité, donc honnêtement ça reste quand même assez casse-gueule et lié totalement à ce qui est en train de se dérouler au niveau des cryptos. On avait le Golden Ratio Multiplier de Philip Swift qui nous démontrait qu'à court terme, là aussi, on commençait à arriver en zone de surchauffe. Mais si on regarde par rapport au cycle précédent, on serait autour de l'automne 2020, maximum début 2021, avant que derrière il y ait l'accélération parabolique qui là aussi pourrait nous amener autour de 100 000 $. Et c'est également ce que visait donc le On-Chain Value Map de The Rational Route, avec une target assez précise pour une fois, autour de 123 000 $. Ce qui là aussi est plutôt pas mal foutu, puisque on a vraiment tous les points les plus hauts des précédents halvings, et là on est basé sur les blocs, on est basé sur l'analyse on-chain. C'est pas uniquement de la projection de prix pour faire de la projection de prix, on est sur quelque chose qui est tout à fait raisonnable, réaliste, et donc tout ce qui se passe pour ma part entre 80 000 et on va dire ces fameux 120 000 $, ça sera désormais ma zone de prise de profit en DCA de sortie, de même qu'on a fait le DCA d'entrée quand on était autour de 30 000 et ce jusqu'à 15 000, et ensuite qu'on l'a continué jusqu'à ce qu'on revienne à 30 000, moment où j'avais décidé de couper mon DCA. Alors en termes d'introduction de l'analyse technique, nous avons donc BlackRock qui lance l'ETF MSCI World sur PEA le moins cher, en tout cas pour les Français, avec 0,25% de frais. Il s'appelle iShares MSCI World Swap PEA et le ticker c'est WPEA. Vous aurez donc un ETF qui est capitalisant avec une part à hauteur de 5 € et il est proposé effectivement, je n'ai strictement aucun contact avec Boursorama ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y a beaucoup de Français qui sont sur Boursorama sans frais d'entrée-sortie. En gros, vous aurez que les 0,25%. Donc c'est assez extraordinaire pour le coup, puisque il y avait pas mal de personnes qui se plaignaient récemment que le MSCI World de Amundi, le CW8, avait une partie qui est distribuante, ce qui les embêtait un peu, puisqu'il y a des personnes qui veulent juste faire la boule de neige et continuer d'avoir un truc super capitalisant. Et là donc, ce qui est vraiment le banger pour ce truc, c'est que d'un côté, on a le MSCI World Amundi qui est autour de 490, peut-être 500 balles. Je crois qu'on a topé à 500 balles récemment et qu'on est repassé légèrement en dessous. Et là, on a ce fameux MSCI qui arrive à 5 € la part, qui représente exactement pareil, sauf que derrière, vous avez la possibilité de rentrer à partir de 5 €. On a beaucoup plus fractionné finalement que c'est les fameux 500 € de Amundi qui conviendront à des investisseurs qui ont beaucoup plus de fonds, mais pas à tout le monde. Donc là, on va qualifier ça de ETF qui est ouvert vraiment à tout le monde, et je trouve ça plutôt cool, à ceci près que pour l'instant ça a été ouvert il y a 4 jours, il y a beaucoup de demandes, il y a quelques millions qui ont été déposés dessus, mais on n'a pas du tout l'historique que peut avoir en années voire en dizaines d'années des ETF qui existaient déjà au préalable, avec des milliards voire des dizaines de milliards qui sont positionnés sur les autres. Donc à court terme, faisons attention à ça, mais on est quand même sur du BlackRock, donc je suppose qu'ils ne vont pas partir avec la caisse ou qu'ils vont pas dire du jour au lendemain bon, on annule notre truc, alors que ça risque de draguer énormément de capitaux. Le crypto total à 2463 milliards sur TradingView, je précise, puisqu'on est probablement un tout petit peu plus haut ailleurs. En tout cas, pour l'instant, on voit qu'on a une zone ici relativement dure, et notamment avec toute cette zone de travail de bougie qu'on avait sur mai 2021, août 2021, on était revenu rebondir sur cette zone en décembre 2021. Donc, on a une belle zone de polarité là, ici, une zone dure sur laquelle on est en train justement de venir s'appuyer pour le crypto total. Est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'il faudra passer à l'étage inférieur autour de 2137 milliards? C'est la question qui reste en suspens à
court terme. Les altcoins qui étaient venus chercher le 0,236 à 1000 milliards tout rond, on est à 1123 ce matin, le 0,382 se trouvera à 946 milliards, ce qui ferait qu'il faudrait perdre encore approximativement une quinzaine de pourcents du côté des alts si toutefois c'était un scénario de continuation de correction qui se réalisait. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt pas mal se maintenir, mais je me méfie de cette entame de mois d'avril. Il va falloir mettre les bouchées doubles du côté des acheteurs pour essayer de renverser cette polarité de contraction court terme. Le crypto total 3, lui, est autour de 721 milliards. Pour rappel, il exclut Bitcoin et Ether, donc c'est vraiment que les alts et uniquement les alts. Si on considère que Ether n'est plus tout à fait un alt, probablement qu'il l'a encore. Il est malheureusement un peu mal en point pour l'instant, mais si toutefois par un miracle on venait à avoir l'approbation des ETF en mai ou plus tard courant 2024, ça serait quand même un milestone assez important pour Ether et on pourrait voir pas mal de flux aussi venir sur ce dernier. Donc ça reste un pari qui est quand même plutôt intéressant, je suppose. Le BTC en futur CME a clôturé dans le rouge vendredi à 67 755, tandis que le spot pour l'instant est à 68 000. Et là aussi pour l'instant on n'a pas fait de grands retracements puisque le simple 0,236 de Fibo est à 60 000 et le 0,382 est autour de 51-52 000. Donc vous voyez que malgré la volatilité qu'on peut observer au niveau du BTC, pour l'instant il a vraiment pas pris cher. Et comparativement aux alts par contre qui ont tendance à se faire punir manu militari. Le SP500 qui marque un peu le pas et on a le MACD qui risque de croiser bear pour la semaine prochaine. Donc attention, on est très haut en RSI, on est très haut au niveau du cours et tout ce qui pourrait nous sauver par la suite au-delà des moyennes mobiles, on a la moyenne mobile 20 qui est autour de 4900 points, c'est les véritables supports. Donc on va voir comment va se comporter le fameux SP500. On a le gold pendant ce temps qui continue d'empiler des bougies, donc c'est bel et bien acté. Et ce qui est intéressant à observer aussi, c'est qu'on commence à avoir les autres métaux précieux comme le silver, l'argent, qui se comporte exactement pareil mais qui n'a pas encore break son propre ATH. Donc peut-être à surveiller aussi au niveau des métaux précieux. En tout cas, 2330 $ l'once, ça se passe très bien pour les détenteurs du gold. Et finalement, on a les gold bugs comme Peter Schiff qui reviennent à l'attaque en disant « Regardez, cette semaine, mon gold est dans le vert, votre Bitcoin est dans le rouge. » C'est plutôt marrant à voir. Ether, donc, qui est sur son premier arrêt, 0,236, qui d'ailleurs est défendu depuis 2-3 semaines. Donc, on va voir ce que ça donnera. Le 0,382 qui est autour de 2870 $ sur laquelle va arriver la moyenne mobile 20 d'ici la semaine prochaine. Donc, plutôt positif. Si on avait un retracement un peu plus prononcé pour Ether, ça ferait de nouveau une correction d'une quinzaine de pourcents comme on l'a vu au niveau du crypto total 2, donc on est tout à fait dans les clous. Le DXY, le dollar américain, toujours autour des 104 points, ça fait le yo-yo, mais pour l'instant on n'a pas de véritables signaux de faiblesse au niveau de cette contraction. Le MACD est complètement à plat, le RSI travaille autour de la zone médiane, donc il nous faudra tôt ou tard prendre une décision par rapport au dollar américain et de voir ce qui est en train de se tramer justement en anticipation de ce futur pivot de la Fed qui, je l'espère, n'interviendra pas trop tard puisque là ça commence à parler sérieusement de 2025 et si vraiment on attend 2025, on risque au bout d'un moment de gripper le tout et quand les marchés se grippent, je peux vous dire que c'est un peu comme nous du côté des cryptos, il fait pas bon être au milieu de la tempête. 54.4 pour la dominance qui remonte en même temps, donc les alts se font systématiquement punir et d'ailleurs je sais pas s'il est dans mon top perdant du jour, mais hier quand j'ai ouvert mon portefeuille, j'ai pu constater que Biconomy que j'avais mis en avant la dernière fois sur la fin d'émission où on a une action de prix qui est tout à fait sympa sur ce bottom en devenir depuis quelques temps. Bon, finalement il est repassé dans le vert, on est à plus 11,53, mais toujours est-il au moment où il est en train d'essayer de percer ses 75 centimes et qu'il vient chercher 86 centimes, derrière immédiatement on a le BTC qui refait de la volatilité et on se fait punir sur les alts. C'est pareil je crois pour Axelar, je vais essayer de vous le montrer. On vient d'un point haut qui est autour de 2,72, on est au 0,5 de Fibo à 1,50 $. Donc on a énormément de volatilité du côté des alts, si ce n'est que Axelar c'est normal parce qu'on vient d'un point bas à 31 centimes, on est venu chercher quasiment 1 x 10, donc c'était loin d'être négligeable, mais systématiquement, dès qu'on a l'impression que ça commence un tout petit peu à partir du côté des alts, on a BTC qui fait de la volatilité et on se fait atomiser du côté de nos bons vieux bags qu'on espère voir fructifier tôt ou tard. Donc c'est clair que ce cycle là pour l'instant c'est
pas de tout repos et je me mets à la place des personnes qui n'ont que des altcoins dans leur portefeuille, vraiment c'est très compliqué, c'est un cycle qui va être complexe à naviguer pour les nouveaux arrivants autant que pour ceux qui sont là depuis plusieurs cycles, de même que pour les fonds, de même que pour les professionnels. J'ai essayé de prendre un peu le sentiment de tout le monde au sens large du terme et je pense que c'est un cycle qui va nous donner du fil à retordre pour le coup, puisque maintenant qu'on a BlackRock en face, quelque part on sait à quoi s'attendre, mais on sait aussi que c'est pas des gens qui font dans la dentelle, donc je suis curieux de voir à un horizon de temps de 1 ou 2 ans de plus, on va dire une fois que 2025 sera passé, et déjà pour parler à court terme, une fois que 2024 sera passé, ce que ça va donner, le nouveau président des États-Unis à l'automne, le halving qui arrive dans moins d'une quinzaine de jours, voilà, on va avoir pas mal de milestones importants, la régulation MiCA avec les stablecoins au milieu, les non-custodial wallets qui sont attaqués de plein front, enfin il y a beaucoup de choses d'un point de vue régulation et probablement qu'on y verra un peu plus clair déjà à la fin de cette année 2024 et pour peut-être un premier trimestre, je l'espère, toujours aussi explosif que ça l'a été souvent au cours du premier trimestre 2025 si toutefois on avait une pause un peu plus marquée courant d'été 2024. Je vous souhaite une excellente journée en espérant que ces quelques informations vous aient permis d'y voir un peu plus clair. On se retrouvera lundi avec grand plaisir et profitez de votre week-end tout en continuant d'être prudent. Ciao ciao.